Quand j'ai appris que ma fille était dyspraxique visio-spatiale, le monde s'est un peu écroulé. Je ne savais pas ce que c'était et il fallait absolument que je me renseigne et que je trouve les ressources pour pouvoir être le parent dont ma fille avait besoin. Donc je suis allée sur YouTube, je suis allée sur Amazon, donc j'ai trouvé des conférences, j'ai trouvé des livres, mais tout était un peu trop technique, médical, clinique. Et j'ai trouvé un seul livre qui m'a parlé. Ce livre, c'est Une notion de temps de Tom. C'est un livre qui nous permet d'être dans la peau de nos enfants dyspraxiques, de comprendre les choses de l'intérieur. Et j'ai la grande chance et le privilège aujourd'hui d'avoir Tom en interview. Donc il va nous parler bien sûr de ses difficultés à l'école, dans le monde professionnel, mais il va aussi nous apporter des conseils très précieux pour nous. Et c'est tout de suite, reste avec nous. Tom, merci beaucoup d'être sur la chaîne Optimisme Cool. Merci d'avoir accepté Bonjour. mon invitation. Je vais te demander de te présenter un peu d'abord et puis de parler un peu de ton parcours. Très bien. Écoute, je crois que pour que ce soit plus simple pour parler de mon parcours, je vais te laisser poser des questions diverses et variées et je te répondrai. Donc en fait, je vais m'accrocher un peu au livre et te demander par exemple à quel moment quand tu as été dans ton enfance, tu as senti que tu étais un peu différent des autres. Par quels événements? Alors, le ressenti, il était différent, c'est-à-dire que moi, je me sentais pas tellement différent des autres enfants, mais je voyais et je me rendais compte au fur et à mesure que je prenais de l'âge qu'effectivement, il y avait des choses qui y étaient, je dirais pas qui n'allaient pas, j'aime pas ce terme-là, mais disons que j'ai une perception du monde qui n'est pas la même que tout le monde et qui est extrêmement difficile à vivre au quotidien, hein, on va pas se mentir. Disons que je m'en suis aperçu quand on a posé le diagnostic à 10 ans, mais je voyais déjà quand j'étais petit, je ne supportais pas, par exemple, de faire des puzzles. Je détestais ça, c'était horripilant. Ma mère, elle m'a acheté ça, c'était spécial pour mon âge. J'avais 4 ans, elle avait acheté pour 4 ans et pour un enfant de 4 ans et je piquais des colères, je criais, je pleurais pour lui faire comprendre, mais tu me saoules avec ça, quoi. Tu veux qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? J'arrivais pas à placer les pièces une par une. Je voyais pas où elle voulait en venir et elle a fini par lâcher prise et se dire bon, bah, c'est pas pour lui, c'est pas pour lui. Et puis genre 6 ans plus tard, donc à 10 ans, je refais les mêmes puzzles, mais je dis tiens c'est facile ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Voilà, ça c'est la maturité n'est pas vraiment la même, je pense. Il y a aussi ça qui doit jouer. Et puis, c'était surtout avec les enfants, euh, en particulier quand il s'agissait de faire des jeux en groupe. J'étais toujours le dernier à être pris parce que j'ai la maladresse qui est là par rapport aussi par rapport à la vision. Hein, la vue est extrêmement importante. Ça nous fait extrêmement défaut. On ne perçoit pas les choses de la même manière. On n'a pas la même distance de l'espace. On n'a pas la même distance par rapport à notre corps, des choses comme ça. Donc, ce qui crée cette maladresse, et la vue y est pour beaucoup aussi, hein, forcément. Donc, le plan qu'on nous donne, eh ben, on est obligé de faire autrement et de se créer un plan B pour arriver au même résultat, même si le résultat va être que le cheminement va être un peu plus long et donc du coup ça va être un petit peu plus compliqué, ça va être et c'est extrêmement épuisant. Et puis on a beau se forcer, réessayer, apprendre. Pour moi, c'était une chose horrible retenir mes leçons, retenir des poésies, c'était atroce parce que je travaillais sur la même poésie 1 heure, 2 heures, je retenais une ligne, deux lignes, trois lignes et je recommençais et au moment où je pensais réussir à retenir quelque chose, bah, j'oubliais tout, quoi. Et apprendre pour moi a été sur certains points une véritable souffrance, d'autant que euh, j'avais besoin d'avoir un résultat et une vision finale de ce qu'on me demandait de faire. Mais apprendre pour apprendre, même encore aujourd'hui, je me dis, apprendre du par cœur, mais pourquoi en fait? Travailler la mémoire, très bien, mais dans quel but? Si le juste but final, c'est d'apprendre pour apprendre, je ne voyais pas d'intérêt. Et plus tard, j'ai fait du théâtre à l'âge de 10 ans pour une pièce de théâtre pour l'école. Et ma maîtresse m'a dit, euh, c'est flagrant, tu n'arrives pas à retenir tes cours, tu n'arrives pas à retenir les leçons.
Mais là, tu retiens ta pièce comme ça. À force de répéter la même chose, et puis on s'imprègne des personnages, on s'imprègne des personnages des autres parce qu'on joue avec les autres, donc il y a un échange. C'est comme un jeu de ping-pong. Tu m'envoies ta réplique, je t'envoie la mienne, et ainsi et vice versa. Il y a vraiment ce jeu qui est là. Et je savais qu'il y avait un enjeu à la fin qui était crucial, c'était qu'on va jouer une pièce de théâtre. Et Et, là-dessus, je comprenais l'enjeu, et oui. j'ai compris euh, quasiment 20 ans plus tard, j'ai fait ma formation. Là, je vais vraiment des années en arrière, enfin des années plus proches aujourd'hui il y a 20 ans, où j'ai fait une formation pour devenir masseur. Mais attention, je dis bien masseur, pas dans le sens kinésithérapeutique, hein, masseur détente. Mhm. Et je savais que pour moi, apprendre, c'était pas possible. Donc, je me suis dit, comment travailler ta mémoire de façon à retenir les choses? Et en fait, on a travaillé en groupe. Et le fait d'avoir cette connexion en groupe et de répéter, d'expliquer le cours et de se le répéter ensemble, bah, mes notes, elles étaient de 14 à 15. Et quand j'ai fini par réviser tout seul, elles étaient descendues à 7 ou 8. Donc, j'ai compris, en fait, comment je fonctionnais d'un point de vue de ma mémoire. C'est qu'il faut qu'on en discute pour que je comprenne, parce que j'ai une mémoire émotionnelle, une mémoire événementielle, en quelque sorte. Je ne sais pas si on peut vraiment l'appeler comme ça, mais je l'appelle comme ça. Il y a plein d'autres termes pour définir les mémoires. T'as la mémoire visuelle, la mémoire cognitive, des choses. Enfin, mais moi, je l'ai fini par l'appeler comme ça avec mes propres mots, hein. Après, je ne suis pas scientifique. Voilà, je l'applique et je le dis avec mes propres termes. Je rebondis sur ce que tu dis parce que à travers tes mots, je retrouve vraiment ma fille. C'est-à-dire que ben, on a vu de la lenteur, de la maladresse, de la grande Oui, fatigabilité, des difficultés quand il y a des jeux en collectif. euh, Parce que ben, forcément, l'horreur. elle est souvent la dernière. Les règles, elle les intègre pas forcément du premier coup. Donc, Hmm, en plus, ben, quand on a un peu de retard dans la lecture, ça arrange pas. Donc, vraiment, oui, je comprends parfaitement. Et ce que tu dis, je le retrouve aussi parfaitement, c'est que apprendre, quand elle a la motivation et quand elle comprend le but, ça va tout de suite oui, très, très vite. Et oui, l'interaction avec les personnes qui peuvent la stimuler positivement, ça accélère. oui. C'est-à-dire qu'au début, par exemple, elle était dans un système typiquement français, un Mhm. système scolaire français, Oui, où académique, c'était quoi. Oui, je ouais, vois. très académique, par cœur, etc. Ça n'a pas fonctionné. Oui, Et puis, on a testé à un moment donné le système Montessori où ils étaient par groupe d'âge. oui, Et je là, connais. on voyait, par exemple, que bah, il y a certaines leçons, bah, quand c'est un camarade de son âge qui lui explique, eh ben, elle le comprend tout de suite. Mais quand c'est un Mhm. adulte, avec des mots d'adulte, etc., ça passe pas forcément. Et son camarade, Oui, oui. elle le comprend parce que, comme tu dis, il y a une certaine connexion émotionnelle. Et puis, Voilà, et c'est leur langage. tu as vraiment l'impression qu'il faut qu'elle trouve la fréquence. Comme des ondes radio, quand elle tombe sur la fréquence, bah, Mhm. c'est bon, elle télécharge très vite et elle mémorise et elle est Ah oui, non, mais motivée. ça c'est un truc qu'il faut quand même. Je me permets de t'interrompre juste sur ça. C'est-à-dire qu'en fait, et c'est pas du tout prétentieux de ma part de dire ça, mais c'est beaucoup ce que des gens m'ont dit, et ça, je pense que c'est la vérité. C'est-à-dire que ce n'est pas une déficience déjà intellectuelle, au contraire, c'est parce qu'on comprend les choses très vite, d'un point de vue émotionnel, etc. On capte l'énergie des gens, on, on, on a un esprit d'analyse, je dirais, sans vouloir être prétentieux, je pense rapide. Mais sur le thème de l'action, sur le thème de l'espace, et quand on nous dit, faut que tu fasses ça, 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 Ouais. attends, t'es gentil, mais tu m'as dit faire ça, 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 comment veux-tu que je fasse ça, ça et ça? Là, le cerveau, il est perdu, il sait Oui, plus où il en est. Et juste, montre-moi, tu veux quoi, avec clarté, sois précis, montre-moi, et je le ferai à ma manière, je le ferai à mon rythme, mais ce sera fait. C'est pour ça que je te donne un autre exemple qu'on aura l'occasion de détailler au cours de l'émission, c'est que l'exemple de McDo est le plus parlant. C'est-à-dire que on me disait, vas-y, rapide, rapide, rapide. Et un jour, j'ai dit non.
Moi, rapidité, ça marche pas, en fait. Je suis une tortue, vous êtes des lièvres. Et vous connaissez très bien la fable du lièvre et la tortue. Le lièvre, il fait le fanfaron, il court, et il fait la fête, etc. Il se la joue un peu. Et au final, à force de faire le fanfaron, bah, c'est la tortue qui a fini par gagner et est arrivée au but final. Laisse-moi faire mon truc à ma sauce et tu verras que voilà. Et mon travail, je le faisais, il était reconnu comme étant correct, propre. Et même mon patron le reconnaissait quand ils ont dit oui, je suis sûr qu'il manque que ci, que ça. Il dit non, ok, il est lent, mais vous avez des choses à redire sur son travail. Son travail est impeccable. Complètement. Mais pour illustrer ce que Voilà. tu dis, c'est vrai que le conseil qu'on peut donner aux parents, moi je l'ai appris petit à petit. Il y a deux conseils que j'ai retenus. Tu vas me dire si ça a du sens. La première chose, c'est être vraiment précis dans les consignes. Oui, Au début, par tout exemple, à je fait. disais à ma fille, vas-y, range ta chambre. En fait, range ta chambre, ça veut tout dire et rien dire. Et donc, j'ai C'est appris à ça. lui dire, écoute, prends tes affaires, range-les prends tes habits, range-les dans l'armoire, prends les livres, mets-les dans la bibliothèque, fais en sorte qu'il n'y ait plus rien sur le sol. Enfin, voilà. Donc, Oui, déjà, d'être avoir clair. un vocabulaire très précis. Et puis, découper aussi, c'est-à-dire essayer de faire, en fonction de son âge, bien sûr, une consigne mais pas cinq. Donc, lui dire, par Oui, exemple, c'est voilà, ça. prends tes habits, mets-les dans l'armoire et quand tu as fini, tu me dis, s'il te plaît. Donc, elle revient Mhm. et puis après, je lui dis, bon, bah, ah, c'est super. Bon, bah, Oui, on passe c'est à la deuxième séquençage. étape. Voilà, séquencer. Mhm. Donc, rien que ça, c'est vrai que le fait d'avoir un vocabulaire précis sur ce qu'il faut faire, redemander Mhm. confirmation à l'enfant, est-ce que tu as bien compris? Est-ce que tu as besoin d'aide? Oui, Et séquencer, bah, franchement, quand on fait l'effort de ça, déjà, bah, on élimine une grande partie 90% des du stress, tensions. hein. Ah oui, non, non, mais 90% du stress, si tu fais ça, tu l'as éliminé, hein. Et c'est Ouais. très important pour nous parce que justement, ça nous permet à nous d'arriver à ce qu'on nous reproche souvent, c'est-à-dire, mais réfléchis. Non, t'as pas compris. C'est toi qui t'exprimes mal, en fait. Tu me donnes C'est une consigne, vrai. mais t'es pas clair dans ta consigne. Oui, Sois oui. clair. C'est vrai. C'est vrai. Parce que, et ça, je l'explique de façon très précise. C'est simple. Pour donner un autre d'ordre, pour montrer un autre exemple bien plus parlant, le cerveau d'un dyspraxique, comment il fonctionne? C'est simple. Et je donne cet exemple qui est parlant. Vous êtes au volant d'une voiture. C'est simple. Vous faites Paris-Marseille. Je sais pas Ouais. si tu as déjà eu l'occasion de, voilà, Ouais. Paris-Marseille, dans l'autoroute, t'as quoi, on va dire 5-6 heures de route, voire 7 Ouais. heures Ouais. sur l'autoroute, c'est toujours Ouais. tout droit. Ouais. Je lui dis, ça, c'est votre cerveau à vous dans la vie au quotidien. C'est Mhm. comme ça que vous fonctionnez. On vous donne une info, on vous en donne 3, 4, 5. Vous avez analysé, vous avez tout vu, vous savez. Vous avez un doute, vous reposez la question, mais globalement, vous ne vous concentrez plus sur ce que vous avez dû faire Mhm. parce que vous savez, vous allez tout droit. Vous savez ce qu'on attend de vous. Le cerveau d'un dyspraxique, je le dis, lui, il fonctionne pas du tout comme ça. Lui, il conduit de façon départementale son cerveau. Parce que c'est un aspect spatial, c'est un aspect de la vision pour trouver ce qu'on doit chercher. Donc la vue est très importante. La concentration générée par la vue est extrêmement importante. La concentration sur les consignes qu'on nous a données, c'est une double concentration supplémentaire. C'est extrêmement éprouvant et fatigant. Et ensuite, se rappeler les consignes de bout en bout de ce que vous nous avez demandé. Mais après, je dis, c'est simple. Voilà comment on fonctionne. Nous, on est sur une départementale. Donc, en gros, on a des carrefours, on a des feux rouges, on a des sens interdits, on a des ronds-points partout. Ouais. Donc, notre cerveau, au bout de même pas 20, 30 minutes d'action, mais il est en ébullition, il n'en peut plus. Il a juste envie de dire, mais fous-moi la paix, en fait. Pardon d'être, voilà, mais, Ouais. et Mais, alors que le tien, je dis pas qu'il est pas stressé, ouais. mais ce n'est Ouais. pas la même charge mentale Pas la qui est même charge fournie. mentale du tout. Et en fait, on pense juste que c'est écrire et écouter, écrire, mais en fait, non, quoi. Rien que le fait d'être à l'école et juste l'interaction entre le prof et son propre cahier, il y a déjà 10 tâches.
Parce que on regarde, Ben oui. je l'ai appris hein, vraiment en observant ma fille, c'est que elle regarde la prof et puis juste à côté, s'il y a un petit tableau qui est un peu bizarre ou quelque chose dans le champ de vision qui perturbe, bah, déjà ça, Mhm. elle peut décrocher un peu, puis elle écoute. Le temps qu'elle écoute et qu'elle retranscrive sur son cahier, comme elle doit se concentrer sur son écriture. Et qu'elle doit se concentrer sur le fait de bien écrire aussi. Exactement. Eh ben, cette double tâche fait que ben, tu parlais de charge mentale, mais on ne se rend pas compte, mais c'est extrêmement épuisant. Et ce qui fait que ben, Oui. quand ils arrivent à la maison, ils sont au bout du rouleau. Et, euh, et si on ne les comprend pas, mais c'est la double peine. Oui, tout à fait. Mais c'est ce que je dis souvent. Alors ça peut amener parfois à des, je dirais pas des conflits, mais des incompréhensions dans la vie intime aussi. C'est qu'on me Mhm. dit, ah là là, mais moi aussi je suis fatigué. T'arrêtes pas de dire que t'es fatigué. Oui, Mhm. mais bien sûr que t'es fatigué. J'entends bien. Mais quand les gens me disent, tu peux pas comparer ta fatigue à toi avec 20 heures de boulot, alors que moi je fais 35-39 heures. Et je leur dis, mais c'est pas une question de quantité d'heures. C'est une question de charge mentale par rapport à ce que ton cerveau est capable d'emmagasiner et de charge par rapport à la façon dont il est sollicité. Et je dis, moi, j'ai le ressenti, après, je suis épuisé. Après 20 heures de boulot, je peux te le dire mentalement, psychologiquement, psychiquement et au niveau du corps. Mais moi, je ressens comme si j'avais bossé 35 heures. Mhm. Le traitement de Là, quand l'information j'ai, est différent. ah mais oui, mais quand j'ai Mhm. fait, en plus, ça a été un effort pour moi surhumain. Par exemple, dans ma formation de chargé d'accueil, ça n'existait pas cette formation à 20 heures. Ça Mhm. n'existe pas. Il Ouais. n'existe aucune formation à l'heure d'aujourd'hui, euh, une formation rémunérée Mhm. à temps partiel en Mhm. France. Mhm. Ça n'existe pas, alors que c'est la France quand même. Ouais. Euh, et les autres, ils faisaient 35 heures comme tout le monde, et puis ils avaient là aussi leur travail à fournir à la maison. Mhm. Mais ils l'ont dit aussi, les professeurs, ils ont vu comment je travaillais, etc. Ils disaient, vous êtes la personne la plus assidue, vous posez des questions, vous notez, vous êtes, voilà. Mais moi, je Engagé. travaillais, oui, j'étais vraiment engagé parce que je me suis dit, j'ai pris cette décision, j'ai pris la décision de faire cette formation, je veux pas repartir sans le diplôme, c'est hors de question. C'était ma vision claire. Je ne voulais pas repartir sans ce diplôme qui était reconnu d'État. Je ne voulais pas. Et avec un enfant en bas âge, encore une fois, j'insiste. Ouais. Mais je travaillais pas 35 heures, je travaillais 39 heures. Mhm. Je ne comptais pas mes heures, je me mettais vraiment à fond. Et j'ai parfois mes professeurs, parce que c'était en distanciel, parce que c'était en 2020 quand même, hein, donc il y a eu le Covid en plus. Hein. Et puis Mhm. après, quand on a pu refaire du présentiel à, à l'école, j'ai certains de mes professeurs qui me voyaient. Et j'ai quand même fait, au cours de cette formation, j'ai fait 4 crises quand même. Et ça Une se crise d'épilepsie, manifestait une crise comment, de... les crises? Ah bah, par la fatigue. Mhm. Je tombais d'épuisement Ah tellement oui. voilà. Et même un jour, je me suis endormi en cours en présentiel parce que j'étais vraiment fatigué. Mes camarades et tout, ils étaient là, t'es sûr, ça va, mais pourquoi? Je dis, parce que t'es blanc, Et je restais concentré et tout, et puis j'ai fini par m'endormir. Je me suis réveillé parce qu'on devait sortir, mais je titubais, quoi, tellement j'avais fourni d'efforts et j'ai fini par m'écrouler par terre. Et la crise est venue dans la minute. Ah là là. Donc, Ils étaient 15. On était 15, hein. ouais. Ils se sont mis à 8 sur moi, je les ai fait valdinguer comme du... Voilà, quoi. Et Ah là ma là. prof principale qui s'occupait de nous à ce moment-là, elle a appelé les pompiers et tout, et ils ont dit non, non, mais quand il fait une crise comme ça, ne le touchez surtout pas. Parce il peut vous faire très très mal, quoi. Il peut vous blesser, vraiment. Ah Et oui, là, oui. dites-vous, là, que, en niveau de force corporelle, c'est comme si, vous affrontiez un rhinocéros, quoi. C'était les termes, entre guillemets, quoi. C'est-à-dire que la force, c'est quand tu fais une crise de spasmophilie ou d'épilepsie, en l'occurrence, mais là, c'était une crise de spasmophilie, c'est-à-dire que j'étais conscient, mais je ne maîtrisais pas mes gestes et je suis tombé dans les vapes. Et là, la Mhm. crise est arrivée, encore plus Mhm. forte. Euh, les épileptiques ou les spasmophiles, ou les gens qui font des crises de spasmophilie sont rarement très épais. Ils sont rarement musclés. Voilà, parce que Mhm. la douleur est très, très forte. Parce que ton corps est tout en tension. Donc, Mhm. pour donner une image, c'est comme si tu faisais des courses
ou que tu portais une charge très lourde, tu n'avais plus la force de pouvoir le porter, que t'es sur le point de craquer, tu vas le lâcher le truc parce que tu peux pas. Donc, Voilà. juste pour rebondir, donc par rapport aux parents Hmm. qui nous écoutent, donc on a parlé de maladresse, de lenteur, de grande Oui. fatigabilité, la nécessité de Hmm. donner des consignes claires, de séquencer les choses, de faire Hmm. preuve d'écoute et d'empathie. Et de Tout à fait. comprendre que ça peut amener jusqu'à un épuisement extrême. Donc là, tu parlais Mhm. d'épuisement dans un contexte professionnels, mais Oui. pour les parents qui retrouvent, on va dire, leur enfant en fin de journée à l'école, euh, quand ils arrivent à la maison et qu'ils sont épuisés, quels conseils tu pourrais leur dire en fait pour essayer d'apaiser l'enfant et pour, euh, pour faire preuve d'empathie? Alors ça, je dirais que déjà, enfin, c'est très difficile parce qu'encore une fois, ça dépend de l'enfant déjà. Mhm. Chaque enfant est différent. Mhm. Et faut pas oublier qu'il y a la dyspraxie qui fait partie d'eux, Mhm. le 10 d'une façon générale, hein. Ça fait partie d'eux. Mais ils ont leur personnalité. Donc déjà, bien cerner la personne qui sont. Apprendre La à personne qu'elle est, connaître c'est l'enfant euh, avant, dans sa toujours. personnalité unique. Mhm. Oui, oui. C'est très important parce que ça le permet à lui de bien euh, savoir qui il est et ça lui permet d'avoir une grande confiance en lui aussi. Ça, c'est extrêmement important. Tu as travaillé de 8h30 à 17h20. Pourquoi j'insiste sur 17h20? C'est simple. C'est parce que imaginons que les parents ont décidé pour aider leurs enfants de les laisser à l'école 1 heure de plus, à peu de choses près, afin d'être aidés au niveau scolaire par un maître ou un ancien directeur ou un précepteur qui va les aider à faire leurs devoirs. Ouais, Ça, c'est très important. ouais. Ça, c'est vraiment crucial. Après, c'est pas forcé que ce soit forcément quelqu'un que l'on paye. Il suffit juste, moi, par exemple, je suis très doué en français, ma femme ne l'est pas. C'est pas son domaine de prédilection. Ma Mhm. femme, elle est plus douée en ce qui concerne les matières, on va dire, scientifiques, ce genre de Scientifique. choses. Mhm. Voilà. Donc, notre fils, moi, je vais l'aider en matière de français, d'anglais, de choses comme ça, parce que Mhm. c'est plus parlant pour moi. Tout ce qui est mathématiques, etc., je vais plus laisser ma femme faire déjà, parce que c'est plus son domaine. Et elle aura plus de patience que moi, déjà. Et ça, c'est Donc, très c'est important. ciblé. Voilà. Donc, déjà, savoir reconnaître les limites de chacun, aussi au sein des parents, de dire et de communiquer en disant, moi, je suis doué là, toi, tu es plus doué là, donc c'est toi qui vas te charger de ça. Et ça va Mhm. créer une synergie et une communion dans la famille déjà. Ça peut Mhm. être intéressant. Si vraiment les parents ne sont pas doués du tout, ça, ils ont le droit de reconnaître leur tort et de dire je ne suis pas doué pour ça, c'est pas voilà. Ils ont le droit. Et ben Mhm. de demander à un oncle, une tante, un cousin, un frère, Je ou je alors suis entièrement d'accord. C'est-à-dire que privilégier vraiment la relation de qualité et la connexion oui avec son à enfant, la parce que c'est quantité. vraiment la, voilà. Privilégier le travail de qualité à la quantité parce que ça ne sert à rien. Le cerveau, Mhm. il est à partir d'un moment donné, euh, il dit, mais ça sert à rien, je n'en peux plus, en fait. Mhm. Donc, arrête d'insister parce que je ne comprends plus ce que tu me dis, tu me fatigues et Mhm. je suis, comme je le dis aussi d'une autre façon un peu plus humoristique, t'es là à essayer de me faire concentrer sur un exercice de mathématiques, mais mon cerveau, il est déjà parti à la pizzeria en train de manger sa pizza. Moi, je suis ailleurs, je peux plus me concentrer parce que je Mhm. suis éreinté d'un Ouais. point de vue mental, d'un point de vue psychologique, d'un point de vue concentration, je ne peux plus te fournir cet effort. Donc, Mhm. c'est pour ça que je maintiens une petite pause entre Mhm. les deux d'une demi-heure où en fait il lit, il court, il fait du foot ou elle dessine mais une activité extrascolaire qui Extrascolaire soit pas ou trop épuisante mais qui lui permette de s'évader. de se Et recharger. ensuite on revient au travail. Mhm. Et ensuite on revient au travail et on dit voilà, on essaye de faire cet exercice et on essaiera de faire le deuxième et et je suis partisan de tenir compte de ça. Néanmoins, euh, moi, j'ai l'écriture que tu vois sur mon livre, sur la couverture, comme j'ai Mhm. noté une notion de temps, tu peux le remontrer. Ça, Ouais. c'est l'écriture que j'ai écrite. Ça, l'écriture que tu vois là, c'est l'écriture quand j'écris. Mhm. Là, là, je tenais un stylo et j'écrivais vraiment pendant que ma femme a pris cette photo. Pourquoi Mhm. j'ai fait ça? Parce que je voulais vraiment montrer.
comment j'écris. J'ai Mhm. travaillé énormément pour arriver au niveau calligraphie à avoir cette écriture pour que ce soit lisible et un minimum joli. Est-ce que tu peux nous parler des autres personnes justement qui t'ont soutenu ou qui t'ont inspiré et qui t'ont permis de traverser les obstacles et les embûches sur le parcours que tu as eu? Alors, ma mère en premier, parce que, et encore j'en oublie une principale. Mais la première, c'est ma mère au début, parce qu'elle savait, elle avait compris, mais elle m'a élevé de cette manière-là, c'est pour ça que je l'explique aussi de cette façon. C'est que pour ma mère, ok, t'as un handicap, il y a un mot dessus, ça y est, on a enfin le truc, j'ai compris depuis un petit moment, je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais il y avait un truc. Mais j'ai compris, voilà, on a un mot dessus. Et elle me dit, eh ben maintenant, on va travailler. Et tu vas bouger ton cul parce que le monde te fera pas de cadeau. Et elle me dit, moi, je t'en ferai pas. Et Quand il vraiment, faudra te défendre, je serai là, mais je te ferai pas de cadeau. mais je recommande vraiment la lecture parce qu'il y a des passages magnifiques sur la relation que tu as avec ta maman. Comme tu dis, elle a beaucoup de tendresse, mais elle t'a fait comprendre très tôt que ben, la vie, c'est une aventure avec quelques combats sur la route. Ah oui, Du oui. coup, quelque part, par moment, elle n'était pas tendre justement pour te Ah préparer. non, non, elle était juste. Ouais, elle était juste, Elle était juste. exactement. Après, la deuxième personne, euh, bah, c'est mon frère parce que il a mis quand même des années à comprendre. Il savait, hein. Il Mhm. savait que j'avais quelque chose qui était différent des autres, mais il ne comprenait pas. Mhm. Il comprenait pas. Et il leur a mis 30 ans pour comprendre. Il a compris, il s'est mis à comprendre quand j'ai eu mes premiers jobs. Euh, il me disait, voilà, mais fais un effort, vas-y, vas-y. Et puis, il y a eu des frictions entre lui et moi à ce niveau-là, où je lui disais, mais tu te rends pas compte de l'effort que je fournis déjà. Laisse-moi tranquille, en fait, tu n'es pas à ma place. Mais il m'a dit une phrase un jour, qui est pour moi la plus belle qu'il ait pu me dire, parce que c'est une phrase d'amour, bon, certes, très violente, mais qui est une phrase d'amour. Il m'a dit, ça va être quoi ta vie, quoi? Ça va Ça va être être d'être chez moi avec ma femme, mes gosses, et tu vas me demander 20 balles pour acheter ta bière. Ça va être ça ta vie. Putain, mais t'as pas de fierté en fait, quoi. Ça va être ça ta vie. Tu vas vivre chez moi, quoi. Et ça, quand il m'a dit ça, je me suis dit, je me jure sur l'honneur qu'en fait, je me suis pas dit, j'ai pas pensé ça va être l'inverse. Mais je me suis dit, euh, j'ai trop de fierté et j'ai trop de hargne en moi pour accepter ça, quoi. Après, la troisième personne, c'était bah, indirectement, oui, mais là j'étais très jeune, hein, j'avais 15 ans, je venais de perdre mon père, qui a eu une influence sur moi quand même, hein, de par les mots qu'il avait employés à mon égard. Et l'année de sa mort, j'ai perdu mon grand-père aussi 4 mois après, donc les deux figures entre guillemets paternelles dans ma famille du côté de mon père, donc c'est quand même pas rien. Mais j'avais entendu, je suis allé voir le film Eight Mile d'Eminem et j'avais entendu Lose Yourself. Et dès que j'ai entendu cette musique, ça m'a, tu vois, les premières notes du piano tout au début, tout doux, mais déjà tu sens qu'il y a un truc qui est là, une atmosphère, quelque chose qui est vraiment. Et puis après, il y a le tempo de la guitare qui commence à arriver, et puis et puis les premières phrases. Où il dit juste, écoute, si tu avais juste une chance, un truc, qu'est-ce que tu ferais? T'abandonnes ou tu lâches, quoi, ou tu saisis cette chance. Et je me suis dit, non, mais c'est ça, en fait. donc là aussi, c'est vrai que quelque part, tu as eu la chance d'avoir un entourage très proche entre ta mère et ton frère qui ont su aussi appuyer là où il faut pour que ça te donne un coup de pied aux Oui, fesses et que tu ah, ailles mais quelque toujours, part vers ce que tu aimes, toujours. vers ce qui t'anime et que tu nourrisses justement les talents et les passions que tu avais en toi parce que Bah, c'est tu ça, et mon parlais frère, donc il m'a dit, tout à fait. d'une fibre littéraire et de ces Mhm. mots justement qui dansaient dans ton oreille, dans ton cœur. Et quelque part, c'est ça C'est aussi qui ça. t'a amené à un certain moteur. Oui, c'est ça. Alors, la troisième personne, c'est que j'ai écrit des textes au fur et à mesure, et puis un jour, je suis allé, comme je le dis dans le livre,
au Solidays de 2009 et mon frère, il m'avait dit, non, mais tu rencontreras jamais Grand Corps Malade dans un festival, t'es complètement cinglé, tu pourras pas avoir accès. Il y a au moins 10 000 personnes minimum. Donc, rencontrer une personne précise, alors qu'il te connaît pas, t'as pas ses coordonnées, t'as rien, mais tu ne peux pas, quoi. Et le deuxième jour du festival, je faisais des massages comme d'habitude. Et je savais qu'à un moment donné, c'était son tour à lui de faire son chant. Alors je dis à la directrice, voilà, il me dit, ouais, ouais, vas-y, il n'y a pas de souci. Et j'ai pu profiter de ce moment-là avec mon frère. Bon, lui, il était parti ailleurs, puisque Grand Corps Malade, c'est pas vraiment son truc. Euh, et au moment où il s'apprête à terminer son set et d'aller partir, en fait, j'ai vu où il partait, donc coupé, j'ai coupé, je me suis retrouvé en face de lui, quoi. Et je lui dis, voilà, je te prie de m'excuser, on se connaît pas, mais voilà, j'écris depuis un moment. Voilà, j'ai des textes, je voudrais que tu me dises ce que tu en penses. Parce que là, mes textes étaient construits, ils étaient bien, voilà. Puis entre-temps, bah, j'avais toujours Eminem dans les oreilles, mais j'ai écouté du Jean-Jacques Goldman bien plus tard, mais j'avais Francis Cabrel, des gens comme ça dans mes oreilles. Et je lui ai fait lire un texte qui s'appelle Le Costume. Et j'avais fait lire ça à Grand Corps Malade et un autre texte aussi, je me souviens plus lequel. Et en fait, quand je lui ai fait lire Le Costume, il a ri. Et je dis, mais pourquoi tu rigoles? Qu'est-ce qui... Et il me dit, bah, parce que c'est intelligent, c'est bien écrit, c'est bien, voilà, il y a vraiment un truc sympa. Et du coup, il m'a dit, voilà, va faire des scènes slam pour, voilà. Et il y avait des scènes slam à ce moment-là. Donc, je suis allé voir l'un des représentants qui avait organisé ça et je dis, voilà, est-ce que je peux dire mon texte? Et il me dit, bah voilà, tu passes comme ça. Et sur Paris, comment ça se passe? Et il m'a expliqué. Et du coup, j'ai fait des scènes slam, comme je le dis dans le livre. C'est là qu'a découlé tout ça. La quatrième personne, c'est mon patron à McDo. À la fin de mon contrat, parce que ça faisait 2 ans et demi, quasiment 3 ans que j'étais chez lui, et je savais que je pourrais pas évoluer, donc j'ai dit j'arrête quoi, parce que ça sert à rien de persévérer quelque part alors que je n'ai aucune perspective d'évolution de quelque bord que ce soit, et de m'épuiser la santé, ça n'a strictement aucun intérêt. Mais il m'avait dit voilà. Euh, Ton histoire est vraiment touchante et il y a un truc. En plus, tu sais bien écrire. Et j'ai voulu chercher des choses sur la dyspraxie, sur ton handicap, et il n'y a pas beaucoup de renseignements là-dessus. Et toi qui écris, ça pourrait être intéressant que tu écrives un livre. Bon, ok. Moi, t'es gentil, mais j'ai 25 ans au moment où tu me dis ça, quoi. Et dans ma tête, écrire un livre de cette ampleur à 25 ans, pour moi, c'est prétentieux. Mhm. Parce que j'estimais que je n'avais pas vécu suffisamment de choses pour écrire un roman autobiographique, au Mhm. premier abord. Que tu n'étais pas assez Et légitime parce que tu n'avais pas assez vécu. j'estimais, Mhm. j'estimais. Et, euh, et du coup, ce qui s'est passé, c'est que ça a mûri, ça a mis beaucoup de temps à mûrir. Et puis un jour, je me suis dit, mais c'est vrai, je sais écrire, je veux écrire des livres, mais je voulais pas commencer par celui-là. Mais le fait qu'il me l'ait soufflé un petit peu, et je me suis dit, mais c'est vrai, si un jour j'ai des enfants, ils vont se poser des questions sur leur père. Pourquoi papa ne conduit pas? Pourquoi papa il est plus fatigué et il travaille moins de temps que les autres? Ou pourquoi papa perd plus facilement patience des fois? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Et je me suis dit, mais il faut que je leur explique. Mais il faudra qu'ils soient en âge de comprendre. Et c'est de là que je me suis décidé et que je me suis dit, là tu n'as plus McDo, t'es au chômage, profite. T'es payé, tu vas pas être en découvert ou quoi que ce soit. Profite de ce temps pour écrire. Fais-le. Parce qu'après, tu vas le regretter. Parce que tu peux pas travailler et écrire. C'est pas possible. J'ai essayé, c'est extrêmement complexe. Donc, je me suis lancé, je l'ai fait. Et il en a découlé ce livre-là. Je l'ai proposé à des grandes maisons d'édition. Bon, après, comme je t'ai expliqué, j'ai pas fait de télé-réalité, de choses comme ça. Donc, les maisons d'édition. En plus, c'est un sujet extrêmement complexe qui allie. C'est pour moi, je dis pas ça en prétention aucune, hein. Mais pour moi, ce livre, c'est un sujet, comme il m'a dit mon frère, il dit, mais
c'est politique, c'est sociétal, tu Complètement. dois en parler. Mais Je dis, mais complètement. Mais t'es sûr? Il me d'ailleurs, dit, mais oui, c'est sociétal, c'est politique, il y a un truc, faut que tu le fasses. Et quand je j'ai lu, rebondis juste hmm, sur les commentaires que tu as dans le livre. dans la première version, oui, Oui, vraiment, tous les commentaires, bon, il y a beaucoup de parents, hein, d'enfants dyspraxiques oui, qui oui. disent, ah mon Dieu, mais merci, merci d'avoir osé écrire ce livre, merci de nous avoir aidés à rentrer dans la tête de nos enfants. Et ce que tu disais sur le fait que ben, le pourquoi que tu veux donner Oui. à tes enfants, l'héritage que tu veux donner à tes enfants, en tout cas, tu peux être fier parce que c'est un héritage que tu nous donnes aussi. Enfin, moi, en tout cas, j'en ai bénéficié Ben, et ça ça me m'a touche ce que vraiment tu me donné dis. un éclairage différent pour comprendre ma fille. Donc, vraiment, merci. Bah écoute, c'est le plus beau compliment et le plus beau commentaire que je puisse avoir, c'est quand les parents me disent, j'ai changé mon paradigme d'éducation, j'ai changé, j'arrive à communiquer avec eux, j'arrive à ça pour moi, je me dis, bah voilà, si ne serait-ce que ça, c'est parfait. C'était le but ultime de ce livre, c'était expliquer ce que c'est et essayer de montrer comment c'est et comment on le vit de l'intérieur. Ce n'est pas de la paresse, ce n'est pas, voilà, on le vit de façon différente et on a une perception du monde qui est différente. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est moins bonne ou supérieure. C'est juste que Elle est accepter différente. ce que nous sommes et arrêter de nous dire fais ça, sois comme ça. Non, l'estime de soi, où est-ce qu'elle est à ce moment-là alors? Vous nous dites d'avoir confiance en nous et en même temps vous nous dites de ne pas être trop comme on est. Alors oui, on doit avoir sur certains points, on doit avoir des propos et une attitude, entre guillemets, je dirais plus ou moins mesurée. Mais comme m'a dit mon meilleur ami Nicolas Bouvier, qui est écrivain aussi et qui a fait la préface de mon livre, euh, il dit, moi, ce que j'aime avec toi, tu sais ce que c'est? Je dis, non, vas-y. Il me dit, c'est que il n'y a pas de filtre avec toi. Ah ouais, c'est ça. C'est ça. C'est vraiment T'es, poignant. Les mots sont très tu, précis, très justes. Il n'y a pas de filtre, voilà. comme tu dis. Non, en fait, et en plus, ce qui est bien, c'est que sur le fait qu'il n'y ait pas de filtre, c'est qu'en fait, moi, venant des choses venant de toi, je vais le prendre bien parce que je te connais et tu n'as pas d'arrière-pensée, tu n'as pas de choses méchantes dans la tête, c'est pas dans ta nature. Alors après, je dis pas que tous les 10 et tous les dyspraxiques et autres sont comme ça. Il y a aussi la personnalité encore. Je maintiens ça. Il y a la dyspraxie et la personnalité de l'autre. Mais parce que j'ai rencontré beaucoup de dyspraxiques, on a un point commun, c'est qu'on se repère pas dans le temps ou dans l'espace, on est maladroit. On a une certaine empathie, mais tous ne le sont pas. Il y en a qui le sont, Ouais. globalement, dans la grande majorité. Oui, comme tu dis, Mais il y a ça, plusieurs nuances, quoi. Chacun oui. a son curseur quelque part. Et ça joue aussi et ça joue aussi, excuse-moi, je te coupe 2 secondes, et ça joue aussi sur l'environnement dans lequel tu évolues. Donc l'environnement aussi par rapport à l'empathie est extrêmement important. Et ça, c'est pas à l'école de l'apprendre. Ça, c'est les parents, c'est le rôle de parents. C'est pour ça que je maintiens. L'éducation, c'est notre rôle à nous en tant que parents. L'instruction, à condition que ce soit de la véritable instruction et pas de l'instruction comme en ce moment, mais ça, je m'égare et je vais pas aller plus loin sur le sujet. Mais c'est le rôle de l'académie. L'académie, c'est apprendre les savoirs, c'est apprendre à avoir les bases. Mais l'éducation, savoir se tenir en société, savoir se tenir au sein du foyer, ça, ce sont le rôle des parents. Pour moi, ce qui est extrêmement important et que les gens oublient, c'est l'empathie. Ah, je suis entièrement Ça, c'est d'accord. crucial. Ça, Ouais. c'est crucial. La quatrième personne ou cinquième, je sais plus, mais pour moi, qui se situe, on va dire, à la première place aujourd'hui, parce que c'est pour moi la personne la plus importante, c'est ma femme. Quand je lui ai dit un jour, j'en peux plus, j'abandonne l'écriture, alors que mon livre était déjà paru, hein. Mais je lui ai dit, j'en peux plus, j'abandonne, j'arrête, quoi. Elle m'a dit cette phrase, elle m'a dit, mais si tu fais ça, moi, j'ai plus d'homme, en fait. C'est toi, c'est ton identité. Si tu fais ça, je n'ai plus d'homme.
Ah là là. Donc, Mais à chaque fois, en plus, tu elle nous me rappelles dit, les phrases exactes. C'est des phrases qui ont résonné à chaque fois, hein. ah ben oui, oui, Quand tu oui, parles de ta mère, de ton frère, de Grand Corps Malade, de ton patron au McDo, de ta femme, chacun a eu une phrase clé qui t'a oui, réveillé, oui, et qui t'a permis en fait de continuer à t'accrocher à tes rêves c'est ça. et de continuer. On a besoin justement de, effectivement, de se sentir soutenu, de se sentir compris dans notre personnalité, dans notre Oui, unicité, pour nous accepter nous-mêmes aussi, continuer à nous tout à fait. accepter nous-mêmes et aller de l'avant, c'est sûr. Hmm. J'ai une petite question, du coup, donc maintenant tu es papa, est-ce que le fait que tu aies eu ce parcours-là en tant que personne atypique, ça met le curseur d'une manière différente en tant que parent pour ton enfant, ou tu penses que ça change pas grand-chose finalement, tu es un peu comme les autres papas? Hmm. Je vais te demander à la rigueur, de développer un peu plus ta question pour essayer de bien te répondre correctement. Qu'est-ce que tu entends? J'ai compris, mais essaye Ouais. de développer davantage dans ce cas. Ouais. C'est-à-dire, par exemple, tu dis, j'ai compris l'importance d'être soutenu, j'ai compris Oui, l'importance de l'empathie. Est-ce que oui. tu penses que toi, en tant que papa, par rapport à ton enfant, tu accordes plus d'importance à l'empathie et au soutien que tu peux apporter à ton enfant par rapport à un autre parent qui n'a pas vécu ce que tu as vécu? Je m'efforce de ne pas ressembler au père que j'ai eu, Mhm. pour commencer. Pour moi, ça, c'est fondamental parce que il avait beaucoup de valeurs, il avait beaucoup de choses extrêmement intéressantes en lui. C'était quelqu'un de bien, hein, mais comme je l'ai dit dans le livre, je maintiens ce que j'ai dit dans le livre. Il avait aussi ses travers qui ont été un véritable enfer pour moi. Vraiment, c'était pas, c'était, disons qu'aujourd'hui, en tant que père, je vais le dire avec encore plus de compassion qu'à l'époque, mais euh, je dirais simplement qu'il était perdu, il savait pas comment faire Mhm. avec moi. Ouais. Il savait pas, y compris avec ses filles, hein, d'ailleurs. Mais c'est encore un autre sujet. Mais c'est comme ça. Il y en a qui apprennent et qui savent un petit peu, mais qui apprennent encore parce qu'on ne sait jamais vraiment. Celui qui dit qu'il sait, c'est un menteur. Même moi aujourd'hui, il y a plein de choses que je ne sais pas. Et ce que je dis souvent, c'est que c'est mon fils qui m'aide à l'éduquer. Quand on quitte la maison et qu'on va dans un lieu public, on quitte la maison, je ferme la porte et je dis, on est où là? Il me dit, on est dehors. Donc, on se tient correctement. Il a 7 ans. Mhm. C'est juste des petites phrases, mais on répète à chaque fois et on répète et on répète et on répète et on répète. Après, il y a son caractère aussi. Il est foncièrement gentil, il est adorable. C'est, je dis pas ça pour, voilà, mais c'est le genre de gamin que tous les parents voudraient avoir. C'est-à-dire qu'il est extrêmement gentil Ouais, et c'est il est volontaire. C'est une vraie crème. Après, il a son caractère aussi, hein, quand il a pas envie, mais j'arrive à lui dire, stop, Mais ce que parce tu que là, tu sais ce qui dis, va se passer. ce que tu dis quelque part, ça me fait penser au fait que tu attaches beaucoup d'importance à être cohérent dans ton comportement Oui. et à J'essaye, oui. instaurer des valeurs et des habitudes assez tôt pour offrir une certaine structure Et à ton sécurité pour enfant lui et une aussi. sécurité pour Mm. lui. Et c'est vrai que je le remarque, comme tu dis, le fait de répéter et d'être clair dans ce que tu dis, finalement, l'enfant s'en imprègne et ça devient Mhm. après naturel. Par contre, Mm. quand tu as un discours qui change en fonction de ton humeur, Oui, parce que ça nous arrive en tant que parents, des fois on est oui, bien fatigué sûr. si on dit n'importe quoi. Ah oui, 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 oui. Donc du coup, on manque de constance dans notre manière de nous comporter, dans notre manière de transmettre les consignes et ce qu'il faut, bah, c'est là où généralement on arrive à des petites catastrophes. Donc c'est vrai ce que tu Ah oui, dis mais sur ça arrive, hein, moi y compris, t'as oui. pas Oui, besoin oui. de crier, t'as pas besoin de faire des choses dithyrambiques. C'est plutôt les petites actions quotidiennes
les petites habitudes que tu installes, le discours cohérent que tu fais au quotidien qui amène Bien sûr. ton enfant à comprendre qu'est-ce qui est attendu de lui. Par rapport au harcèlement. Donc, je lui ai appris un truc extrêmement important dès la maternelle. Alors après, les maîtresses, les directeurs, oui, ça se discute. Non, 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 non. Ça, c'est l'éducation. Je suis désolé. Vous allez pas me dire comment éduquer mon fils. Vous, c'est l'instruction. Faites votre job et laissez-moi faire le mien. D'accord? Je lui dis simplement, voilà, bonhomme, on t'embête une première fois, laisse-moi tranquille. T'es ferme, t'es gentil, respectueux, laisse-moi tranquille. On t'embête une deuxième fois, le même, hein. On t'embête une deuxième fois, tu dis, je veux pas que tu rapportes, je t'interdis de rapporter, mais à partir de la deuxième fois, parce qu'il a été prévenu une première fois, tu vas voir le directeur ou tu vas voir la maîtresse ou le maître. Ça m'est égal. Mais qu'un adulte soit prévenu de la situation et tu précises. Tu te dis, je l'ai prévenu une première fois, il recommence, je viens vous voir vous, parce que vous représentez l'autorité. Le gamin revient une troisième fois. Pour moi, tu t'es pas battu, tu t'es défendu. Je t'autorise, tu m'entends? Parce que tu as fait les deux préceptes avant. Je t'autorise non pas à taper, parce que c'est hors de question. J'apprends que tu as tapé un gamin, tu auras affaire à moi. Mais je t'autorise à te défendre. Ce n'est pas la même chose. Ce qui fait que, du coup, lui, il a bien compris ces trucs-là. Un jour, il y a un de ses camarades, et j'ai une de ses maîtresses qui a dit, voilà, il s'est un peu chamaillé, mais il se défend, ta, ta, ta. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé avant? Il me dit, oui, non, j'ai été prévenu. Je dis, voilà, je veux plus rien entendre. C'est fini. Vous avez été prévenu. Pour moi, la discussion est close. Vous avez été prévenu. C'est que c'est le gamin qui a poursuivi. Et que c'est ce gamin-là qu'il faut que vous recadriez, pas mon fils. Ça, c'est hors de question. Si mon fils a tapé le premier et qu'il n'a pas dit les deux premiers préceptes, croyez-moi qu'il va entendre parler du pays. Mais s'il a dit les deux premières choses, vous n'avez rien à lui dire. Strictement rien. Moi, j'essaye d'être cohérent le plus possible. Et d'autant plus parce qu'il est, comme je le disais, foncièrement gentil. Et puis, sa maîtresse m'avait dit, oui, mais vous comprenez, vous pouvez pas avoir ce genre de discours, etc. Je dis, madame, je crois que vous savez pas à qui vous parlez, en fait. Et elle me dit, non, mais vous comprenez. Je dis, madame, vous parlez à un ancien harcelé de tout un collège, d'accord? Pas d'une classe. Vous parlez à un ancien harcelé de tout un collège. Donc, moi, je lui apprends les bases maintenant. Et s'il fait les deux préceptes que je lui indique en premier et que vous avez été prévenu, mon fils, je suis désolé, hein, moi, j'ai rien à lui dire. Et si son parent, son père ou sa mère de l'enfant proteste ou quoi que ce soit, qu'il vienne me voir. Il n'y a pas de problème. Moi, je vais régler la situation direct quand je vais leur dire votre gamin. Il l'a embêté deux fois. Pour moi, c'était deux fois de trop. Donc, c'est à vous de revoir votre copie en matière d'éducation. Je ne dis pas que vous êtes de mauvais parents. Je dis juste revoyez votre copie. Merci pour ce C'est tout. On partage. parle de parent à parent. On parle de parent à parent. On reste calme, posé, le ton calme. Je vous parle de père à père. Je vous parle de père à mère. Voilà. Votre enfant, visiblement, a insisté. C'est tout. Je dis pas que c'est un mauvais garçon. Je dis pas que c'est une mauvaise fille. Il a insisté dans son comportement. C'est tout ce que je dis. Et mon fils s'est défendu. Voilà. Pour moi, c'est la base. Après, on peut toujours tomber sur des gens qui n'entendent pas de cette manière-là et qui sont parfois de mauvaise foi, je l'entends très bien. Mais pour moi, ça, c'est un point fondamental. Parce je le connais, je vois comment il est. Il sait se défendre, il a du caractère et ça me rassure. Mais encore une fois, il est foncièrement gentil. J'ai même une mère de famille, une fois, qui a, dans son école, avec qui je discute brièvement, qui m'a dit, oui, il est vraiment, vraiment gentil, voire on peut lui marcher dessus, quoi. Faut quand même. Et je l'ai regardé, j'ai souri, et elle me dit, pourquoi vous souriez? Je lui dis, bah, je vais vous expliquer pourquoi. C'est pas mon fils qui a un problème, c'est peut-être que les vôtres, il faut un peu les. Voilà, quoi. Je suis désolé, hein. Vous êtes en train en gros, de me dire que mon éducation n'est pas bonne. Moi, je vous le dis, mon fils, il va très bien. C'est juste que, comme vous l'avez souligné, dans le monde actuel,
il faut mais je dis justement, quel âge ils ont vos gamins? Vous voulez qu'on redresse le pays? Vous voulez qu'on redresse le monde, entre guillemets, et qu'il y ait plus de tolérance, un peu moins de violence, un peu moins de ci? C'est maintenant. Apprenez-leur l'empathie à vos enfants. Apprenez-leur à être correct. Apprenez-leur à être poli. Apprenez-leur à bien se tenir. Et venez pas me donner des leçons à moi en disant, faut au contraire qu'ils apprennent à se défendre et qu'ils se battent. Non, c'est pas le bon logiciel, là. Waouh. C'est Et ma perception. C'est ma perception. Et je ne cherche à convaincre personne de réagir comme ça. Juste, mm, voilà. C'est ma conception. je pense que vraiment on a pu balayer les sujets qui Mm. intéressent beaucoup les parents. Donc on a parlé des signes de la dyspraxie, des difficultés qu'on peut rencontrer, que ce soit à l'école ou dans le milieu professionnel. Tes rencontres, hein, les 5 personnes, ta maman, ton frère, Grand Corps Malade, ton patron McDo, ta femme qui ont été d'un soutien Oui. indéfectible. On a parlé de la cohérence, d'être juste, d'être constant dans les valeurs qu'on veut transmettre. On a parlé du harcèlement que toi, tu as Oui. vécu de manière très profonde et de la manière Et y compris au travail, hein. dont tu veux protéger aussi ton enfant. Euh, Est-ce que tu aurais un dernier conseil pour les parents qui ont un enfant Le, dyspraxique et qui se sentent justement épuisés, impuissants, qui savent pas par je quel bout dirais commencer? que le seul conseil, je vais essayer d'être concis et clair. Le seul conseil que je puisse leur donner, c'est observer. Observez-les, s'il vous plaît. Ils sont intelligents. Ne les démontez pas. Ils n'arrivent pas à faire quelque chose. Eh ben, il essaye, il essaye, il essaye et il réessaye. Jusqu'à ce que vous voyez que vraiment il en peut plus. Laissez-le tranquille et vous réessayerez demain. Et encore demain, et encore demain. Parce que sa maturité fait que voilà, le meilleur ami du 10, c'est le temps. Et ne les blâmez pas parce qu'ils n'arrivent pas à faire comme vous avez décidé. Vous voyez qu'ils n'arrivent pas à faire de la manière dont vous le dites pour les cours, pour le travail, pour essayer de comprendre comment il fonctionne de façon à l'aider à pallier et à faire les choses de façon plus simple à sa manière. Si vous trouvez que sa façon à lui est plus complexe que ce que vous avez expliqué, mais au final, si le résultat est qu'il y arrive, qu'est-ce que ça peut faire que ce soit plus complexe? Si c'est pour lui, Ma euh, manière. sa façon de faire est plus complexe pour vous, mais que pour lui, il a compris. J'ai envie de dire, le résultat est là. Qu'est-ce que vous en avez à faire après? Et surtout, euh, est-ce que ils vont devenir ça, c'est un autre exemple que je tiens vraiment à dire et qui est très, très, très important. Est-ce que votre enfant va devenir un écrivain? Non. Est-ce que votre enfant va devenir un acteur? Non. Est-ce que votre enfant va devenir... Non, il va devenir ce qu'il doit être, ce qu'il a envie d'être. Daniel Radcliffe, dyspraxique, il sait pas faire ses lacets. Il est acteur. Pourquoi? Parce que sa mère travaille dans une compagnie de théâtre, parce que son père est metteur en scène, des choses comme ça. Donc, il y a du pistage, ok. Mais il a quand même un talent. Il a passé des castings. Il a un talent. Albert Einstein, dyslexique. Il était nul en mathématiques. Mais la physique quantique, la chimie, c'était son piano à lui. Ça lui parlait. C'était son piano. Ça lui parlait. Et il a trouvé sa logique là-dedans. Vous avez encore, comment ça s'appelle? Chercher dans les stars hollywoodiennes connues, comme Tom Cruise. pas Emma Stone, mais Tom Tom Cruise, Cruise, qui est qui est dyslexique. dyslexique. Voilà. Bon, après, il y a aussi une question de réseau de connaissances et de repérage et tout ça. On est bien d'accord. Et puis certains, bon, ils sont au bord d'une secte ou de, voilà, ça c'est encore un autre débat. Mais je dis juste que je connais un dyspraxique. La dyspraxie, c'est les gestes, on a du mal, quoi. Le gars, il fait des couteaux, alors que c'est manuel. Et il fabrique des couteaux. Et ils sont magnifiques. Il y en a un autre, je le connais, c'est son piano à lui, c'est l'informatique. Il est à l'aise dedans. Il comprend cette logique. Il comprend la logistique. Il comprend comment créer un ordinateur. Il comprend les antivirus. C'est son langage à lui.
C'est tout. Moi, j'ai pas le permis de conduire. J'ai 38 ans, je n'ai pas le permis de conduire. J'ai essayé de le passer 3 fois. J'ai compris au bout de la troisième fois, non, ça passe pas. Mon instructeur, il m'a dit, tu peux avoir ton permis, tu peux l'avoir, mais tu sais, mais ton stress d'examen fait que je sais pas ce qui se passe. T'y arrives pas. C'est comme ça, je m'y fais. C'est comme ça. Et moi, mon piano à moi, c'est l'écriture. Euh, donc, est-ce que j'ai choisi un chemin facile? Non. Non, clairement, j'ai pas choisi un chemin Clairement, facile. non. Non, mais Et j'écris c'est depuis l'âge de mes 6 ans. et c'est J'ai ce arrêté qui est d'écrire super bien. après et je me suis remis à écrire après la mort de mon père à 15 ans. Et ça ne m'a plus quitté. Et au moment où j'ai voulu tout arrêter, tout abandonner, parce que je me suis dit, j'ai ma femme qui m'a dit, continue. Je ne sais faire que ça. J'ai essayé différents métiers. J'ai tout fait, j'ai tout essayé pour vraiment m'inclure. J'aime pas ce terme-là, mais m'intégrer. Parce que m'inclure, je n'aime pas. C'est péjoratif. J'ai tout fait pour essayer de m'intégrer dans la société. Ça ne marche pas. Le côté normal, le côté, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas pour moi. Ce qui fonctionne pour moi, c'est l'écriture. Et ben, je suis prêt à me battre pour ça, mais j'ai besoin, excusez-moi, hein, mais j'ai besoin de vous pour ça, pour en vivre. Je le cache pas. C'est pas bien ce que je dis là, je devrais pas. Mais j'ai besoin de vous. Si vous voulez voir d'autres écrits de ma part, si vous voulez voir d'autres romans, j'ai besoin de vous. Un, j'ai un autre dicton qui dit que euh, parce que beaucoup de gens disent voilà l'auteur il gagne bien sa vie, etc. Si vous saviez ce qu'un auteur touche sur un roman réellement quand vous l'achetez, vous tomberiez des nues. C'est moi qui fais le job, c'est moi qui écris, c'est moi qui fais les corrections, etc. Le prix d'un livre sur 20 euros que vous achetez, l'auteur il touche 1,50 € par livre. 1,50 € sur 20 euros. Je précise, ce n'est pas un métier que j'ai choisi. Si j'arrive à en vivre, je serais heureux et vous me combleriez de joie, clairement. Mais dire que j'ai choisi ce métier pour la notoriété et pour l'argent, je vous le dis, c'est faux. 1,50 €. Voilà. Je ne suis pas journaliste, je ne suis pas critique littéraire, je n'ai pas fait de télé-réalité, je ne fais pas de... Voilà. Non, mais ce que j'ai Ça, envie de c'est que dire, vraiment les gens Tom, sachent. ce que j'ai envie de dire, c'est que non, c'est ton livre qui nous sauve. Je suis désolée. Vraiment, tu inverses un peu les choses là, mais voilà, je vous invite. Non, non, mais D'ailleurs, je je vais le dis mettre dans avec la vidéo spontanéité et tout ce qu'on vérité. dit de ce livre pour que vous sachiez que, enfin, franchement, c'est un cadeau à vous faire à vous et à votre famille. C'est un des rares livres qui est aussi poignant, aussi bouleversant. Enfin, moi, quand je le touche dans les mains, j'ai encore des frissons. Et je vais vous dire, c'est un livre qui est dérangeant. Ça dérange l'ordre Eh ben, établi ça me fait et plaisir. C'est le ça but aussi. dépote. Voilà. Donc, si vous voulez passer un moment, un bon moment, si vous voulez changer la relation que vous avez avec votre enfant, faites-vous ce cadeau. Je vais mettre dans le lien dessous le lien pour accéder au Le livre. nouveau lien, Et merci. Oui, merci beaucoup. mais je t'en prie, avec grand plaisir. Bah écoute, merci. Enfin, franchement, c'est les échanges avec toi, c'est comme dans le livre, hein. C'est poignant. Tu nous retournes la tête et puis et puis voilà, tu nous emmènes dans un voyage, dans ta passion, dans ton histoire. Ça nous prend aux entrailles. On est embarqué. Donc merci pour ce grand moment, Ben, Tom. je t'en prie. Ben, écoute, Et c'est vraiment, moi qui te remercie pour cet échange, hein. je te souhaite vraiment le meilleur pour ce livre et j'espère qu'il va voyager parce que le mien, il a fait 10 000 kilomètres. Il est parti de France pour arriver ici à Tananarive, Madagascar, en traversant les mers. Donc, ne me dites pas que, ben voilà, vous, quelques dizaines, centaines de kilomètres, le livre peut le faire. Donc, voilà, merci. Merci encore, Ben, Tom. c'est moi qui te remercie.
Bah, je t'en Et, prie. bah, de toute façon, on reste en contact, hein. Moi, Oui, depuis oui, que ben, je bien suis sûr. devenue fan du livre, de toute façon, voilà, Tom, on échange régulièrement. Et là, j'ai le courage Bah, là, enfin d'exposer, voilà, tout là, ma ça. lecture du moment, c'est ça. Ma lecture du moment, s'il y en a que ça intéresse, hein, moi, c'est ça en ce moment. Les vies antérieures et le karma. Ah, waouh! Ah, super! Ah, ouais, ouais. Voilà, de Pourquoi pas? Sandrine Müller-Bohard. Ah, bah, super. Merci pour la recommandation. Voilà, et après, je vais lire ça. Ah, Frédéric Lenoir, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Est-ce que Voilà. tu sais qu'il est né à Madagascar? Non, Ah ben tu viens voilà, de me l'apprendre. je t'apprends quelque chose. J'aime Ouais, c'est beaucoup. gentil. On a pas mal de Voilà, donc livres c'est mes de lectures Frédéric du Lenoir. moment, là, en ce moment. Donc assez philosophique, assez spirituel, assez profond. Oui. Donc, Bah, j'essaye en tout cas, hein, j'essaye d'être naturel et de voilà quoi. Et je me permets juste une petite chose parce que tu as montré mon livre, mais toi tu as l'ancienne version. Euh, du coup, mon livre qui est actualisé hein, sur Amazon, vous le verrez, il est comme ça. Bon, il n'y a super. pas l'animisme au milieu, Ouais, mais il est comme ça. Voilà, super, c'est une notion de temps sur Amazon, vous le trouvez directement et il n'est disponible que sur Amazon. super, super. Voilà. Merci beaucoup, Tom. Bah, je t'en prie, hein, c'est moi. Et puis bah une prochaine hein, si À tu veux, très avec grand plaisir. bientôt. Très bientôt. Ouais. Ciao, ciao.